Il est 14 heures, je pense que nous allons commencer. Il va? C'est parti. Ouais, bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire consacré au renforcement des capacités pour l'Afrique francophone dans le cadre du 5e rapport mondial sur l'enseignement des adultes. Ce webinaire est le deuxième d'une série de 7 webinaires qui sont organisés par région dans le monde. Et il marque en quelque sorte le lancement officiel de la collecte de données pour ce 5e rapport mondial. Je m'appelle Nicolas Jonas, je suis spécialiste de programme à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui est basé à Hambourg, en Allemagne. Je fais partie de l'équipe Grail, donc qui a participé à l'élaboration de cette enquête. Avant de rentrer plus en détail dans le déroulement du séminaire, je voudrais juste vous préciser quelques points concernant l'organisation. Pour des raisons purement pratiques, nous avons appliqué certaines restrictions aux participants à ce séminaire. À savoir que pour le moment, en tout cas pour la première partie du séminaire, votre micro et votre caméra sont désactivés. Si vous souhaitez poser des questions, et on vous invite évidemment cordialement à le faire, vous devriez passer par soit la rubrique questions-réponses, donc qui se trouve en dessous de l'écran. Ces questions-là, ces questions qui sont abordées là, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Ou alors, si vous souhaitez simplement réagir sans poser de questions particulières, vous pouvez passer par l'intermédiaire du chat. Faites bien attention lorsque vous écrivez dans le chat d'adresser vos messages pas simplement au présentateur, mais aussi à l'ensemble des participants. Je tiens à dire que l'ensemble de cette séance est enregistré et sera disponible dans les prochains jours sur le site web de l'UIL. Si on reste à un niveau gérable, on va dire, de participants, on essaiera peut-être d'adopter une approche un peu plus flexible pour la fin de la session, c'est-à-dire de permettre que les questions-réponses se fassent directement à l'oral pour faciliter les échanges entre l'équipe de conception et les participants au séminaire. Pardon. Ce séminaire, ce webinaire est censé durer à peu près 2 heures. On prendra sans doute un petit peu moins de temps. Je le présente donc au nom de l'UNESCO, mais aussi au nom de deux partenaires clés pour la réussite de cette enquête, que sont DVV International et ICAI. Deux de leurs représentants sont présents ici et je vais leur laisser la parole pour un mot introductif en commençant par Esther de DVV International. Merci Nicolas. Bonjour, bienvenue à tout le monde, tous les participants à cet atelier. Bienvenue au nom de DVV International, qui est l'Institut de la coopération internationale pour l'éducation des adultes. Je suis Esther Hirsch, je vous rejoins de Bonn en Allemagne aujourd'hui. Ça fait peu de différence pour vous dans un atelier virtuel comme nous l'avons aujourd'hui. Mais ça fait une différence pour moi parce que j'ai pas toujours été à Bonn, j'ai vécu pendant 15 ans en Afrique de l'Ouest et je me souviens bien lors du processus préparatoire pour la dernière Confintea, je venais d'arriver pour DVV en Afrique de l'Ouest, donc c'est beaucoup lié pour moi avec la région et la Confintea, ça va ensemble. Et donc, je suis particulièrement contente de participer aujourd'hui à ce démarrage finalement du processus. Je suis particulièrement contente aussi que malgré la situation difficile aujourd'hui, nous avons réussi à organiser la rencontre dans peu de temps, de façon virtuelle. Et merci à vous d'avoir de nous avoir rejoints aujourd'hui et de supporter l'engagement pour l'éducation des adultes à travers le monde et notamment en Afrique francophone.
avant de rentrer, de démarrer l'atelier, je voudrais juste souligner 2 points qui me tiennent au cœur ou que je pense être importants dans ce processus. Il y a quelque temps, en 2015, les SDG, ou en français on dirait les ODD, les objectifs du développement durable, ont identifié l'apprentissage tout au long de la vie comme le concept qui englobe d'une façon le secteur de l'éducation. Donc, l'éducation pour tous veut dire, bien sûr, ne laisser personne de côté, on le sait, mais ça veut dire aussi apprentissage tout au long de la vie. Ça veut dire aussi inclure toutes les formes, tous les piliers de l'éducation qui sont à considérer. Et donc, l'éducation des adultes est une partie intégrale de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est peut-être évident pour nous, œuvrant dans le cadre de l'éducation des adultes, mais je crains que ça ne soit pas évident pour tout le monde. Donc, je crois que ce processus autour de la Confintea est sans doute notre chance pour nous engager une fois de plus et davantage pour la visibilité et la compréhension du secteur de l'éducation des adultes. Et je crois bien que pour faire ceci, il est assez important de développer davantage l'agenda lié à l'éducation des adultes, mais tout en liant notre secteur aux autres mouvements globaux tels que les ODD et autres débats qui se font au niveau global autour de l'éducation. Donc, l'éducation des adultes doit être sur l'agenda à tous les niveaux. Ça me semble essentiel et je crois bien que la Confintea est un processus qui peut bien être utilisé dans ce sens. Deuxièmement, je crois que l'éducation des adultes, il est assez important qu'on remet toujours le point là-dessus, qu'il faut le comprendre d'une façon holistique. On doit éviter le piège de se focaliser juste sur un aspect, c'est-à-dire, ah oui, on sait, éducation des adultes, c'est alphabétisation ou c'est éducation de base. C'est tout ça, mais ça va bien au-delà de ceci. Et je crois aussi que la pandémie que nous vivons actuellement nous montre justement et nous fait bon exemple de l'importance de cette approche ou de cette vision holistique de l'éducation des adultes. On voit que des aspects peut-être moins vus ou négligés comme l'éducation sanitaire, l'alphabétisation digitale ou l'apprentissage digital, l'éducation civique, tout ça sont des secteurs qui font partie de l'éducation des adultes et on voit très bien quel rôle l'éducation des adultes joue pour l'avenir de nos sociétés, peu importe où que ce soit au monde, pour une cohésion sociale et pour une évolution des sociétés au monde entier. Donc, c'est ces 2 points que je voulais souligner et mettre à discussion ou à avoir en tête quand nous démarrons nos débats maintenant. Aujourd'hui, on démarre d'une façon le processus de la Confintea, même si c'est dans une continuité, mais c'est un point important, je pense, qu'on marque. Donc, j'espère bien que nous pouvons en faire un processus commun qui rassemble les efforts des gouvernements, de la société civile, des sciences et aussi du secteur privé. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. J'espère qu'on sera ensemble à travers tout ce processus. Je nous souhaite aujourd'hui un échange dynamique et inspirant, qu'on maintient, qu'on ait la longue haleine pour aller à travers tout ce processus et j'espère surtout qu'une prochaine fois, on aura également la possibilité de se rencontrer personnellement et non seulement à travers des ateliers virtuels. Merci beaucoup. Merci Esther. Je passe tout de suite la parole à Carole de ICAI. Okay. Bonjour à tout le monde. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Ok, merci beaucoup, Nicolas. À la suite de Madame Esther, je voudrais aussi saluer tous les participants et participantes de ce webinaire. Moi, je m'appelle Carole Runjo. Dans ce webinaire, j'interviens avec 3 étiquettes. Dans un premier temps, je suis vice-présidente de ICAI pour l'Afrique. ICAI, c'est le Conseil international pour l'éducation des adultes.
c'est le sigle en anglais qui est ICAE. Et ICAE intervient sur le terrain à travers ses membres régionaux et nationaux. Et ma deuxième étiquette, c'est le fait que je suis coordonnatrice du réseau Tamoja Afrique de l'Ouest. Le réseau Tamoja, c'est un réseau spécialisé dans le plaidoyer et la recherche de la qualité pour les interventions relatives à l'éducation des jeunes et des adultes en Afrique de l'Ouest principalement. Et la troisième étiquette que j'ai est relative au fait que Tamoja Afrique de l'Ouest est un réseau partenaire de l'Institut de coopération allemande, parce que DVV International est un partenaire de longue date de notre réseau et je suis très contente d'être là autour de cet entretien avec DVV, UIL et tous les participants. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je voudrais aussi remercier l'UIL et DVV pour l'organisation de ce webinaire, malgré le contexte de crise sanitaire que traverse l'humanité. En ma qualité de vice-présidente de ICAE pour l'Afrique, je voudrais réaffirmer la disponibilité de ICAE à continuer à travailler avec et par l'intermédiaire de ses membres régionaux et nationaux pour l'atteinte des objectifs du GRAL 5 et l'organisation avec succès de la prochaine conférence. L'expertise de l'ICAE pour le plaidoyer en faveur de l'apprentissage et de l'éducation des adultes n'est plus à démontrer, car l'ICAE a contribué à la réussite du bilan à mi-parcours de la conférence 6 qui s'est déroulée à Sohan en octobre 2017. Pour ceux qui étaient là, l'ICAE a facilité la participation des organisations de la société civile. Et il y a eu un forum qui a précédé les travaux de la conférence proprement dite et la société civile a pu contribuer de façon qualitative au débat et à apporter des recommandations pour cette rencontre-là. En tant qu'acteur de la société civile, ICAE tient au fait qu'il est important que tous les acteurs puissent travailler ensemble dans ce processus de collecte de données pour le GRAL 5 et aussi pour l'organisation de la prochaine conférence. Comme vous le savez bien, dans la recommandation dans le RAL, il a été mis l'accent sur le fait qu'il faut une coopération internationale en toutes les parties prenantes pour que les défis qui sont liés à l'apprentissage et l'éducation des adultes puissent être relevés. Donc, nous sommes déjà contents que pour ce début de processus, tous les acteurs soient ensemble pour faire le travail. Et nous voudrions aussi encourager UIL et DVV à continuer à engager d'autres acteurs pour que tout le monde soit autour de la table afin que nous puissions atteindre ces objectifs. Pour finir, je voudrais mettre l'accent sur une spécificité de l'Afrique. Madame Esther a parlé tout à l'heure de la nécessité de voir l'éducation de façon holistique. Elle a parlé des ODD qui ont réaffirmé l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Mais en Afrique, le concept d'alphabétisation est fortement ancré, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, où le rapport mondial sur le suivi de l'éducation affirme que 27% de tous les adultes analphabètes vivent en Afrique subsaharienne. Et c'est ce qui a poussé l'UIL à créer ce qu'on appelle l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation en partenariat avec 5 pays membres. Carole, un petit moment, Carole. Est-ce que tu peux fermer ton caméra? Peut-être parce que le son est relativement difficile. Peut-être ça s'arrange. Merci. OK. C'est mieux. Merci et désolé pour la qualité de la connexion. Donc, je disais que l'Afrique est caractérisée par, l'Afrique de l'Ouest en tout cas, les taux d'alphabétisation sont très bas, c'est moins de 50%. Et malheureusement, en plus de ce problème de faible niveau d'alphabétisation, ces 3 dernières années, nous avons fait face à beaucoup de problèmes de sécurité, de terrorisme, et tous ces problèmes rendent difficiles les efforts des États, de la société civile et du secteur privé pour la mise en œuvre du cadre d'action de Belém.
un peu comme Estelle a dit, je voudrais que nous ne cloisonnons pas l'éducation des adultes, mais que nous puissions, en tant qu'acteurs, regarder l'éducation de façon holistique afin que nous ne puissions pas laisser les adultes et les jeunes en arrière, comme le stipule l'ODD 4. Je vous remercie et je souhaite que l'Afrique soit partie prenante de ce processus malgré le contexte difficile. La connexion Internet, le coût élevé de la connexion et tout pourrait constituer un handicap. Mais je voudrais encourager mes collègues africains à ne pas rester en arrière de ce processus et à apporter aussi leur contribution pour la réussite de ces deux événements importants pour notre sous-secteur. Merci. Merci Carole pour ces mots de contextualisation qui sont particulièrement bienvenus avant de pouvoir lancer ce séminaire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais, d'après l'agenda, devoir parler un peu seul pendant environ 45 minutes pour vous donner une vision globale du processus Graal et Graal 5 notamment. Alors, rapidement, le plan de l'intervention sera en 3 parties distinctes qui sont à peu près égales et en temps et en nombre de diapositives. D'abord, je vais revenir un petit peu sur les acronymes que vous avez entendus, notamment Carole qui a parlé de RAL, Carole et Esther qui ont parlé de Confintea, on parle de Graal depuis tout à l'heure. Je vais un peu revenir là-dessus pour vous expliquer comment tout ça est lié et pour éclairer les objectifs et l'organisation de l'enquête Graal. Ensuite, sur la deuxième partie, j'expliquerai davantage ce qu'est ce 5e volet de Graal, ce qu'il contient et sur quoi il se concentre en particulier. Et la dernière partie portera davantage sur l'enquête elle-même et sur la stratégie de collecte des données. Je tiens à dire que cette séance ouverte sera complétée donc, à partir de 4 heures par une session fermée qui regroupera les points focaux, c'est-à-dire une personne identifiée dans chaque pays qui est chargée de remplir un rapport national pour informer Graal et pour constituer vraiment la matière de ce rapport. Alors, pour revenir un petit peu au début de toute cette aventure, Graal ne peut pas se comprendre sans faire référence évidemment à la Confintea. La Confintea qui est la conférence internationale sur l'enseignement des adultes, qui est organisée par l'UNESCO depuis 1949. Donc, ce sont des conférences internationales qui se situent au niveau ministériel, hein, qui regroupent les ministres de l'éducation nationale des pays membres de l'UNESCO, mais qui regroupe également la société civile sur le champ de l'enseignement des adultes, puisqu'on sait bien que la société civile joue un rôle absolument prépondérant dans ce champ, dans ce secteur de l'éducation. Jusqu'à présent, 6 conférences se sont tenues, la première ayant eu lieu en 1949 au Danemark, à Helsingør très exactement, puis ensuite elle a été suivie par 5 autres qui se tiennent tous les 11, 12, 13 ans, on va dire tous les 12 ans en règle générale, d'abord à Montréal, puis à Tokyo, à Paris, à Hambourg c'était en 97, la dernière a eu lieu au Brésil, à Belém, en 2007 et la prochaine, nous sommes très heureux du fait qu'elle se tiendra au Maroc en juin 2022, je crois, si je ne me trompe pas. Lors de ces conférences Confintea, les ministres s'accordent, ne prennent pas forcément des décisions qui sont contraignantes, mais s'accordent au moins sur des engagements dans le champ de l'enseignement pour adultes.
Et Confintea, la conférence Confintea 6, qui s'est tenue donc à Belém au Brésil, a été un tournant très important dans ces engagements de la communauté mondiale, puisqu'elle a permis l'adoption de ce qu'on appelle le BFA en anglais, donc, et en français le cadre d'action de Belém, qui est très important parce que vous verrez plus tard qu'il structure également les autres engagements qui ont été pris et qu'il structure également l'enquête que l'UIL met en place pour développer son rapport mondial sur l'enseignement l'éducation des adultes. Donc, ce cadre d'action de Belém, dans les grandes lignes, si vous voulez, définit cinq grands domaines dans lesquels pour lesquels les pays s'engagent à, travailler, si vous voulez, s'engagent à investir pour parvenir à un enseignement, à une éducation pour adultes qui soit pleinement efficace et correctement pilotée par les pays membres. Donc ces cinq grands domaines sont la politique, la gouvernance, le financement, la participation et la qualité. Alors par politique, on entend là la mise en place d'instruments législatifs, de stratégies ou de plans d'action qui donne on va dire une ossature, qui donne une direction, qui donne une logique au secteur de l'éducation pour adultes. La gouvernance, c'est plutôt un ensemble de mécanismes qui permet aux différents acteurs qui jouent un rôle dans l'éducation pour adultes d'interagir entre eux et d'interagir dans un sens qui soit au service de l'éducation pour adultes. Le financement, qui reste bien souvent une question à la fois sensible et difficile de l'enseignement pour adultes, comprend ici un certain nombre d'engagements, même si une fois encore ils ne sont pas complètement prescriptif pour les États, un nombre d'engagements pour que l'éducation pour adultes bénéficie d'un financement qui soit à la fois stable et à la fois suffisant en termes de on va dire représentant une part non négligeable des dépenses publiques en matière d'éducation. La quatrième dimension, donc sur la participation, l'inclusion et l'équité, revient sur le fait que l'enseignement est un droit pour tous, y compris pour les adultes, et les États se sont engagés à se concentrer sur des mécanismes permettant d'assurer que personne n'est laissé derrière dans l'enseignement pour adultes, que tout le monde puisse y avoir accès et y avoir accès dans des conditions de qualité comparables. Et justement, la qualité, c'est le dernier point qui vient compléter ces cinq domaines contenus dans le cadre d'action de Belém. La qualité comprend ici toutes les mécanismes ou textes qui permettent un petit peu on va dire, de donner des processus qualitatifs au développement de l'éducation pour adultes. Donc, ça va de la qualification des facilitateurs, des intervenants, des enseignants, hein, tout simplement, jusqu'au programme enseigné et d'autres encore qu'on pourra voir plus en détail. Ces cinq domaines du cadre d'action de Belém, donc, qui ont été adoptés en 2009, constituent vraiment la base de ce qui permet aujourd'hui de penser, on va dire, le secteur de l'enseignement pour adultes dans les différents travaux de l'UNESCO. Et ce cadre d'action a été repris et complété par un texte, cette fois-ci adopté par l'UNESCO,
et par les membres du conseil exécutif, qui est donc en 2015. Il s'agit de l'acronyme RAIL en anglais. C'est la recommandation pour l'apprentissage et l'éducation des adultes. Alors là encore, RAIL vient, le RAL plutôt, vient compléter, définir, détailler et préciser ce que comprend ce champ de l'enseignement pour adultes. Déjà, ce texte, cette recommandation va définir ce qu'on appelle l'apprentissage et l'éducation des adultes. Vous avez ici sur la diapositive simplement une définition un petit peu rapide. Si vous vous reportez directement au rapport, vous verrez que c'est encore plus détaillé que ça. Mais ce qui est important de noter notamment, c'est que pour la première fois, l'éducation des adultes est vraiment qualifiée comme étant une des composantes de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur... disons que cette approche de l'apprentissage tout au long de la vie permet d'avoir, comme on disait tout à l'heure, une vision relativement holistique de l'éducation des adultes, et on comprend désormais qu'il y a de nombreux domaines, et pas simplement des domaines de type technique, on va dire. Il y a des nombreux domaines qui appartiennent au champ de l'éducation pour adultes et sur lesquels il est nécessaire et important que les États interviennent pour s'assurer que tous les adultes puissent réellement participer à la fois à la vie de la société, à la pacification de la société, au bon fonctionnement de la société et même au monde du travail. Donc cette recommandation, comme je vous le disais, définit l'apprentissage et l'éducation des adultes. Elle énonce aussi des objectifs spécifiques sur lesquels on ne reviendra pas. Le plus important pour nous, c'est qu'elle identifie 3 champs d'application principaux. C'est-à-dire parmi tous les champs d'enseignement qui existent dans l'enseignement des adultes, il y en a 3 qui retiennent particulièrement l'attention dans le cadre de la RAIL, sur lesquels on va revenir juste après, mais je peux déjà préciser. Il s'agit donc de l'alphabétisation et les compétences de base. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un domaine qui occupe une large part encore dans la conception que se font beaucoup de gens de l'enseignement pour adultes. Mais il y a également la formation continue et le perfectionnement professionnel. Et enfin, il y a l'éducation communautaire, populaire ou libérale, ou qu'on appelle autrement les compétences pour une citoyenneté active. Ce qui est important, c'est que ces 3 champs d'application dans la recommandation pour l'apprentissage et l'éducation des adultes a été pensé en interrelation avec les 5 domaines d'action du cadre d'action de Belém. C'est-à-dire que cette recommandation demande au pays de s'engager en termes de politique, de gouvernance, de financement, pour chacun de ces 3 champs d'application. Et cette recommandation générale a donc été, comme je vous le disais, adoptée en conférence générale en 2015 à l'UNESCO. Lors du cadre, de l'adoption du cadre d'action de Belém en 2009, il a également été conclu qu'il était nécessaire de mettre sur pied un instrument pour pouvoir suivre ces engagements réalisés par la communauté internationale, puisque ceux-ci ne sont pas prescriptifs, mais reposent davantage sur une volonté exprimée par la majorité des membres. Et on pensait bien qu'un instrument de pilotage permettait à la fois d'objectiver ces engagements et d'identifier également, ce qui est utile pour les pays membres, d'identifier également les domaines dans lesquels il est nécessaire de porter davantage d'attention. Donc l'idée générale de cet instrument de pilotage, c'est d'être capable de mesurer à quel degré les pays mettent réellement en place le cadre d'action de Belém. Et voilà. Donc on en arrive au GRAL. GRAL est justement cet instrument de pilotage pour suivre
comme je le disais, le cadre d'action de Belém, mais aussi, depuis l'adoption de la RAL en 2015, c'est également l'instrument qui suit l'implémentation par les États des recommandations dans les 3 domaines clés d'apprentissage. En fait, GREL, c'est un peu l'image donc de ces lunettes sur le slide. C'est on va dire, lorsque vous utilisez cet instrument-là, ça revient à mettre en quelque sorte des lunettes, à adopter une vision structurée et particulière du sous-champ de l'enseignement pour adultes, en ne cherchant à observer ce champ-là que sous ces 5 champs d'action du cadre d'action de Belém et ces 3 domaines clés d'apprentissage. C'est en fait une façon de mettre un peu d'ordre, de s'accorder sur un instrument commun pour suivre et pour évaluer l'implémentation effective des engagements pris au niveau international. Par sa nature même, les enquêtes GREL, parce qu'en fait, on en est donc là on lance actuellement la 5e, est relativement diverse. Au-delà simplement de suivre l'évolution des engagements, d'assurer un suivi, on va dire, des engagements internationaux, le but ultime quand même de cette enquête, ça reste un but de plaidoyer, de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on compte bien, grâce à cet instrument, mettre des chiffres sur les intentions pour sensibiliser les acteurs et notamment les décideurs sur l'importance de l'apprentissage et de l'enseignement des adultes. De montrer à ces concepteurs de politique qu'il est nécessaire de porter un intérêt particulier et en tout cas un intérêt plus important à ce champ de l'éducation. Alors c'est là où GREL est très intéressant parce que il permet à la fois, comme on raisonne dans un cadre commun qui est le REL et le cadre d'action de Belém, il permet à la fois de dresser un état des lieux actuel au niveau mondial de l'implémentation des engagements internationaux, mais aussi de souligner ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et en comparant les pays les uns aux autres, en comparant les régions les uns aux autres, en contextualisant les différents résultats, les décideurs, les concepteurs de politique ont désormais dans leurs mains, et le public également, ce qui est important, ont désormais dans leurs mains un bilan des actions qui sont réellement entreprises et ont des pistes de réflexion pour réussir à construire la politique de demain en faveur des enseignements pour l'adulte. Un des avantages de GREL est justement cette résonance mondiale. Le nombre de pays participants augmente à chaque vague de l'enquête. En 2018, pour GREL 4 notamment, nous avons eu une très large proportion des pays membres de l'UNESCO qui ont participé. Nous avons à regretter que l'absence de données sur 46 pays sur lesquels donc nous travaillons pour obtenir une vision encore plus complète du panorama de l'enseignement des adultes à travers le monde. GREL est donc lancé par cette série de webinaires organisés par l'UIL, DVV et International et ICAI pour permettre aux États membres un peu disons pour donner aux points focaux de ces États membres, c'est-à-dire les personnes qui au final seront chargées de remplir ces questionnaires au niveau national, pour leur fournir les moyens nécessaires pour répondre correctement aux données, dans l'idée que notre objectif étant évidemment d'obtenir des données de qualité et comparables d'un pays à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, cette diapositive résume ce que je vous ai dit en le replaçant un petit peu dans le temps. On voit bien qu'on
Donc on parle de 2009 avec la Confintea 6, pour un cycle. Si vous voyez bien, ce cycle va se terminer en 2022, enfin la première partie de ce cycle va se terminer en 2022 lors de la Confintea 7, c'est-à-dire que toutes les enquêtes grêle de l'enquête grêle 1 jusqu'à la 5 aujourd'hui, donc la première a été lancée en 2009, la dernière sera, les résultats seront disponibles pour la Confintea 2022. Toutes ces enquêtes-là, on va faire le bilan en 2022 pour voir si le cadre d'action de Belém a bien, dans quelle mesure il a bien été implémenté par les pays, et on fera en quelque sorte un bilan à mi-parcours de l'implémentation de la recommandation de l'UNESCO sur l'apprentissage et l'enseignement des adultes, c'est-à-dire sur RAIL. On attend 2022 évidemment avec impatience Confintea 7 pour voir quels seront les nouveaux engagements de la communauté internationale, et évidemment les décisions qui seront prises influenceront énormément, complètement même, la future édition d'une éventuelle enquête sur l'enseignement des adultes. Donc cette diapositive vient clore juste la première partie de cette présentation. Je vous laisse juste quelques minutes. Si jamais vous avez quelques questions à partager, vous pouvez les écrire sur la section Q et R, donc questions et réponses, qui doit apparaître quelque part en bas de votre écran. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Maintenant, si on veut rentrer plus spécifiquement dans le Graal numéro 5. Comme je vous le disais, le Graal numéro 5, ces résultats seront présentés lors de la 7e Confintea qui se tiendra au Maroc. Il s'agira à la fois de faire le bilan de la Confintea 6 et de faire un bilan à mi-parcours du BFA, de RAIL de 2015. Chaque année, à chaque session, GREL a un thème particulier sur lequel il décide de se pencher. Pour GREL numéro 5, le thème central est l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'un certain nombre de questions qui n'avaient pas été abordées dans les versions précédentes de GREL seront cette fois-ci dédiées spécifiquement aux interventions sur l'éducation à la citoyenneté en faveur des jeunes et des adultes dans le cadre de l'éducation des adultes. Et comme je vous le disais, le Graal 5 vient clore un cycle et marquera donc d'une certaine façon la fin d'un cycle et le point de départ pour un nouveau cadre d'action qui devrait être adopté lors de la Confintea 7. Les buts de Graal 5, c'est, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est véritablement de dresser un bilan. Alors normalement, Grail, c'est tous les 3 ans, donc on fait un bilan sur les 3 ans. Donc depuis l'implémentation de Grail 3, c'est de repérer quelles sont les tendances les plus actuelles dans le monde en matière d'apprentissage et d'éducation des adultes. On se servira également de ces données de Grail 5 pour faire un bilan sur l'ensemble des campagnes Grail. Donc à la fois, on fera un bilan sur les 3 ans et on fera un bilan sur les 12 dernières années. Cette enquête vient nourrir un rapport donc mondial qui va analyser les données de l'enquête et à partir de cette analyse, des conclusions et des questions seront formulées pour nourrir des discussions et on espère des actions au niveau international, notamment dans le cadre de la Confintea. Donc le but final de Grail, c'est réellement d'identifier, cette fois-ci non pas les engagements, mais les pratiques réelles des États membres de l'UNESCO, pour voir où ils en sont et pour voir comment, en se comparant aux autres pays, ils peuvent adapter les politiques qui semblent fonctionner, comment ils peuvent les adapter à leur propre contexte.
Donc la partie première de Grelle, c'est donc une enquête qui est envoyée à une personne qu'on appelle un point focal dans chaque pays. Ce point focal a été désigné par la représentation officielle de chaque pays auprès de l'UNESCO. Cette personne va devoir accéder à un questionnaire d'enquête dans lequel il devra dresser une espèce de rapport national en remplissant plusieurs questions qui ont trait au pilotage et au suivi à la fois du cadre d'action de Belém et de la recommandation de 2015. Et par ailleurs, comme je vous le disais, il devra répondre à une série de questions sur la citoyenneté. Si tout se passe bien, donc la collecte de données a déjà débuté puisque le questionnaire a déjà été envoyé à certains points focaux. La collecte de données devrait se terminer au mois de septembre et on attend la rédaction finale du rapport en juin 2021. Il sera publié que plus tard, évidemment, parce qu'il y a des traductions à réaliser avant la publication finale du rapport. Alors, on va revenir un peu sur les différents points que va aborder le Graal 5, donc toujours en reprenant ces cinq domaines d'action du cadre de Belém. Alors d'abord, pour ce qui est des politiques, Graal 5 va s'attacher à mesurer les progrès en manière de politique dans l'éducation des adultes réalisés par les pays dans plusieurs domaines qui semblent déterminants. Donc la législation, c'est-à-dire la mise en pratique, on va dire, des politiques. Les politiques, on aurait peut-être dû le mettre avant, c'est-à-dire les cadres généraux qui viennent guider l'action des États. Les plans, c'est-à-dire la capacité de planifier, d'organiser, de mettre dans le bon sens les différents moyens d'intervention de l'État. Les engagements des différentes parties prenantes et un domaine qui est de plus en plus important dans l'éducation des adultes, la validation, enfin les pratiques de validation et d'accréditation des apprentissages dans le cadre de l'éducation pour adultes. Pour chacun de ces domaines politiques, on va regarder les champs d'application les différents champs d'application de la recommandation. C'est-à-dire, on va voir si les progrès ont été réalisés dans chacun de ces domaines pour les trois champs d'application de la recommandation. Donc, l'alphabétisation et les compétences de base, l'enseignement professionnel et l'enseignement civique. Dans la mesure où ce qui nous intéresse réellement, ce sont les pratiques des gens, les pratiques des États, même si forcément pour des questions de comparabilité, on a des questions fermées, beaucoup de questions se présenteront sous forme ouverte, c'est-à-dire qu'on demande directement aux points focaux de décrire quelles sont les pratiques réalisées, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent ou quels sont les points forts de leur pays. L'idée est toujours de pouvoir partager les bonnes pratiques et l'idée est de contextualiser le plus possible les résultats pour comprendre les progrès ou l'absence de progrès. Donc le deuxième domaine couvert par Graal 5, ce sera la gouvernance. On veut ici donc mesurer les développements généraux de cette gouvernance, c'est-à-dire la collaboration effective des différents acteurs dans le champ de l'enseignement pour adultes. Là encore, on va croiser ce regard sur la gouvernance avec les trois champs d'application de RAL, et c'est la première fois qu'on le fait puisque dans le cadre de Graal 4, on n'avait pas distingué les trois champs d'application. Or, on sait qu'il y a sans doute des domaines dans l'enseignement pour adultes où la collaboration entre les différentes parties prenantes est plus effective que d'autres. Donc,
pour la première fois, grâce à Graal 5, on aura cette vision plus fine des questions, des pratiques de gouvernance qui restent absolument essentielles pour la mise en pratique effective des politiques ou de la législation adoptée par les pays. Là encore, on a favorisé le plus possible les questions ouvertes, toujours pour un souci d'exemplification et de contextualisation des pratiques et des obstacles rencontrés par les pays. La partie sur le financement dans Graal 5 est la partie qui a connu le plus de changements, je dirais, par rapport aux éditions précédentes. Pourquoi ? Parce que bon, le financement reste le nerf de la guerre dans beaucoup de domaines, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de l'enseignement pour adultes. Ça reste vraiment une question particulièrement difficile, notamment en Afrique, et notamment, comme Carole vous parlait tout à l'heure, des pays qui appartiennent à l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Sécuriser un financement suffisant reste une gageure dans énormément d'États. Donc, on accorde une importance particulière à cette partie sur le financement. Et on l'a restructuré parce qu'on s'est un peu aperçu dans les versions précédentes de Graal, qu'il y avait un écart, on va dire, entre ce qui est affiché en termes de dépenses et ce qui est réalisé sur le terrain. Donc on espère grâce aux nouvelles questions formulées, obtenir des réponses plus solides et plus respectueuses des pratiques réellement identifiées, on va dire, sur le terrain. Donc, en premier lieu, les États vont devoir fournir des informations sur le montant, en tout cas sur le pourcentage des dépenses. Et comme évidemment c'est difficile de comparer un pays à l'autre en matière de dépenses, on a pris comme référence les dépenses publiques d'éducation. Donc, on veut savoir quelle est la part représentée par l'enseignement pour adultes dans les dépenses publiques d'éducation. Ce qui est important cette fois-ci, c'est qu'on demande, on demande pas seulement un pourcentage ou une échelle, enfin on va le demander, mais de dépenses, mais on demande également les sources. C'est-à-dire sur quels documents on peut s'appuyer pour vérifier les chiffres fournis et pour en savoir plus, pour les contextualiser également dans le cadre de l'enquête. On a aussi eu plusieurs cas dans Graal 4 et dans Graal 3 de pays qui ne fournissaient pas de données sur le financement. Donc, il y a sans doute plein de raisons et plein de bonnes raisons pour lesquelles des pays ne peuvent pas fournir ce type d'informations. Et cette fois-ci, on demande pourquoi les données ne sont pas disponibles. Parce qu'on pense que ça peut être une information clé qu'il faut porter à l'attention des États sur le fait que certaines fois, le champ est peu structuré au point qu'il est impossible ou très difficile d'obtenir ce type d'informations qui sont pourtant des informations de base nécessaires au pilotage du sous-champ. Donc, ce type d'informations sur le financement. On adopte aussi une vision à moyen terme, c'est-à-dire on demande dans cette partie de l'enquête quelles sont les intentions des États. Est-ce qu'ils pensent augmenter, diminuer ou laisser tel quel le montant actuel des dépenses? Et on se pose aussi des questions sur la source, les sources de financement, parce que sachant qu'il est difficile de sécuriser un financement sur le budget régulier de l'État, on a bien conscience que dans la pratique, le financement de l'enseignement pour adultes est très très divers, et pour accompagner au mieux les États membres, il est nécessaire pour nous d'avoir une vision assez détaillée, assez fidèle à la réalité de cette diversité des sources de financement. On arrive à l'avant-dernière partie, conformément au cadre d'action de Belém qui est abordé dans Graal 5, c'est celui de la participation. Donc là, on entend par participation le nombre de personnes qui s'enregistrent dans l'enseignement pour adultes sur une période donnée. Donc en fait, on est là sur des taux de participation par rapport à la population adulte.
Et cette fois encore, et c'est nouveau par rapport à Graal 4, on demande des sources pour l'estimation de ces effectifs. Là encore, c'est pas forcément pour vérifier les résultats, c'est pour contextualiser, pour comprendre comment ils sont construits, et ce qui permet encore une fois d'échanger sur les pratiques de suivi de la participation à l'enseignement pour adultes. Ce qui nous intéresse dans la participation, c'est pas simplement de dresser un état des lieux tel quel à un jour au moment de la collecte de données, puisque on sait que ce sous-secteur est relativement fragile et que la vitalité un jour de ce sous-secteur ne préjuge en rien de sa vitalité demain ou de sa vitalité d'hier. Donc on demande un peu quelles sont les grandes tendances en termes de participation, toujours en gardant ce regard croisé avec la recommandation de 2015 sur les trois champs d'enseignement. Enfin, sur la qualité, qui est une partie absolument à ne pas négliger dans cette 5e version de l'enquête Grail, on se demande quels sont les mécanismes, quels sont les moyens qui ont été mis en place dans les différents domaines pour s'assurer de la qualité de l'enseignement pour adultes, donc depuis 2018, depuis Grail 4. Et notamment, étant donné un peu l'engagement des États à travers l'ODD 4, notamment l'ODD 4.6 sur l'alphabétisation des adultes et des jeunes, mais aussi d'autres points des ODD sur d'autres types de compétences, nous a semblé important de savoir si les États avaient été capables de mettre en place une évaluation des résultats d'apprentissage, c'est-à-dire savoir où en sont leurs apprenants une fois qu'ils sont passés par l'apprentissage des adultes. C'est une façon forcément, c'est un mécanisme, c'est un outil qui est presque incontournable, en tout cas qui est très important pour juger de la qualité d'une formation. Et là encore, on va privilégier beaucoup dans cette partie sur la qualité les questions ouvertes, dans la mesure où on a déjà pu identifier des pratiques particulièrement innovantes pour réussir à mesurer ou à assurer la qualité des enseignements, et on est convaincu que la diversité de ces pratiques constitue une richesse qu'il faut pouvoir partager à travers Grail. J'en arrive donc à la dernière partie de cette présentation. Il faut que j'accélère peut-être un petit peu. Sur l'enquête en elle-même, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre et quels sont ses principes de fonctionnement. Donc, je vous le disais, un des obstacles majeurs, à la fois pour des actions plus efficaces des pouvoirs publics en matière d'enseignement pour adultes, mais aussi un obstacle, une faiblesse majeure, on va dire, des tout premiers Grail, ça a été le fait qu'on dispose de données insuffisantes ou des données dont la qualité ne pouvait pas toujours être comparable d'un pays à l'autre. Donc, Grail 5 a été révisé dans l'idée d'augmenter encore nos demandes, d'augmenter encore nos standards, on va dire, de qualité en matière de données. L'idée étant de présenter au service de nos pays membres l'analyse la plus solide possible, c'est-à-dire fondée sur les données de la meilleure qualité possible pour que les politiques qu'ils mettent en place soient non seulement efficaces, mais soient vraiment construites au service de l'éducation pour adultes. Les principes pour réussir à remplir ces différents objectifs de l'enquête Graal 5, donc sont marqués ici en gros et en rouge pour bien souligner l'importance qu'on y accorde. D'abord, on a besoin d'engagement très fort de la part des points focaux, et on met tout en œuvre pour assurer la participation la plus générale possible des pays membres à cette enquête.
c'est vraiment cette idée d'engagement à fournir le mieux possible des données de qualité est absolument centrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir, nous, à fournir un bon rapport si, en gros, si les points focaux ne sont pas en mesure eux-mêmes de fournir des bonnes données. C'est-à-dire que tout le travail, tout le succès de l'opération, plutôt, va reposer sur leur capacité à identifier les données pertinentes pour remplir cette enquête. Les webinaires font partie de ce travail de ce travail sur l'engagement et sur les capacités des États à remplir ce questionnaire. Mais d'autres seront également mis en place, notamment le fait que l'UIL sera l'UIL et nos partenaires, évidemment, DVV et ICAI sont disponibles à tout moment pour aider à comment dire, pour aider les points focaux à remplir comme il faudrait que ce soit le questionnaire, c'est-à-dire à fournir des données les meilleures possibles. Graal 5 s'inscrit directement, plus peut-être que les versions d'avant, dans les engagements mondiaux plus généraux sur l'éducation. C'est-à-dire que, étant donné les engagements que les États ont pris dans le cadre des ODD, on peut voir qu'il y en a plusieurs qui s'attachent directement à la population adulte. Ce qui veut dire que dans le cadre, grâce aux ODD d'une certaine façon, l'éducation pour adultes a pris une importance accrue dans l'agenda mondial. Et GREL 5 a le rôle, en quelque sorte, sera l'instrument qui va permettre un petit peu de mesurer les efforts accomplis par les États sur l'éducation pour adultes et qui devrait leur permettre également de remplir leurs engagements, qui cette fois sont plus prescriptifs, sur les objectifs de développement durable. Et dans le cadre de la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes, les résultats qu'on obtiendra grâce à GREL numéro 5 vont permettre justement d'examiner la situation globale de l'apprentissage et de l'enseignement des adultes, donc au niveau des membres de l'UNESCO, et de définir un nouveau cadre qui va prendre une résonance particulière dans le cadre des ODD auprès desquels les pays se sont engagés. Alors, avant de conclure ma présentation, je voudrais juste demander peut-être à Werner, qui est le responsable au sein de l'UIL de Graal, peut-être de compléter mon point s'il y a des éléments que j'ai passés trop rapidement. Merci beaucoup, Nicolas. Non, c'était parfait à mon avis. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon très bien. Je crois qu'il ne manque rien en principe. Le but final de cette séance est de comprendre toute la vision avec les trois composantes de la Confintea et Graal, et aussi l'importance de l'éducation sur la citoyenneté. Et on a en même temps une évaluation régressive, si on veut, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et ce qu'il en veut faire pour le futur. En principe, je crois que tout était fait, même plusieurs fois parfois, mais je peux m'imaginer qu'on pourrait en fait ouvrir la discussion maintenant par commencer avec les questions écrites qui sont disponibles déjà. Je crois que tu les as vues. Si tu veux, je peux aussi compléter ou comment dire quelque chose sur les questions individuelles. Mais en principe,
je pourrais m'imaginer qu'on commence maintenant avec, les questions et après, on pourrait même ouvrir, je crois, toute la séance pour le public. On a maintenant les 30 participants. C'est un nombre relativement comment dire, c'est bien pour une interaction directe, mais je propose qu'on commence avec les questions écrites. Pour toi, je te prie de commencer avec les 3 ou 4 questions qu'on a reçues. Je pourrais, si tu veux, compléter les réponses pour chaque question individuelle. Merci. Très bien. Merci. Donc, je vais procéder comme ça en regardant d'abord les questions qui ont été posées dans la section questions et réponses. Donc, il y a une question de la part de Monsieur Amadou Daou. Je vous la cite. Bonjour, je participe à ce webinaire pour la première fois. Je suis chargé d'éducation au mouvement ivoirien des droits humains en Côte d'Ivoire. Comment les organisations de la société civile participent-elles à cette action? Alors, c'est une excellente question. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est bien conscient du fait que la société civile joue un rôle absolument déterminant dans le cadre de l'enseignement pour adultes. Dans le cadre de GREL en tant que tel, la seule personne qui a le pouvoir directement de répondre aux questions de l'enquête est la personne qui a été identifiée par chaque État comme étant le point focal. Cependant, ce que nous pouvons faire, parce que nous pensons évidemment que les points focaux auraient tout bénéfice à consulter la société civile pour réussir à enseigner le mieux possible ce questionnaire, nous pouvons vous mettre en relation avec le point focal dans la mesure où nous pouvons lui envoyer vos coordonnées et lui-même décidera dans quelle mesure il a besoin de votre collaboration pour compléter certaines parties du questionnaire. Pour le cadre de GREL, c'est ainsi que le processus est pour le moment défini. Pour compléter un peu Oui. cette perspective, il faudrait toujours souligner que l'État membre, c'est plus que le gouvernement en principe, mais le gouvernement, c'est le voix d'un pays, si on veut, et la ligne est directe entre l'UNESCO et l'État membre. Et comme ça, on a choisi cette construction d'un point focal. Et à notre avis, c'est toujours un atout si les points focaux sont, si on veut, enrichis par d'autres perspectives, s'ils obtiennent aussi d'autres ressources de données. Et comme ça, à la fin, c'est la responsabilité du point focal. Mais on espère que que les points focaux sont intéressés de représenter une vision plus complète, une image plus complète. Comment dire, pour organiser le lien entre la société civile et les points focaux, on organise une telle réunion pour montrer que les points focaux existent, qu'on a déjà, ils ont déjà été désignés par la plupart des États membres, mais on essaie aussi de construire un dialogue avec la société civile parmi nous. On demande d'envoyer les questions à nous, à l'Institut de l'UNESCO, et on va les prêter aux points focaux. Comme ça, si quelqu'un a une question directe ou une proposition directe pour son pays, on les prie de nous envoyer un message par courriel, si possible, en nous disant de quel pays il s'agit, d'aussi donner de l'information pour les points focaux, ce que
pourrait être intéressant pour le point focal. Et alors, nous enverrons ces messages aux points focaux. Il semble un peu compliqué. En principe, le point focal est libre de se montrer pour le public, mais en principe, on veut aussi garantir que le point focal reste indépendant et comme ça, on jouait le lien entre la société civile et le point focal. En principe, nous sommes convaincus que les points focaux eux-mêmes sont réellement intéressés d'avoir une perspective plus riche, d'avoir de plus d'informations sur les pays et que d'autres pourront contribuer à faire une image complète avec leurs données. En principe, il me semble un peu compliqué, mais à la fin, c'est la construction qu'on a inventée pour soutenir le travail des points focaux, mais aussi de permettre une participation indirecte de la société civile, mais directe sur le champ des données. Un dernier mot sur la participation de la société civile dans le cadre de la conférence mondiale. C'est aussi un fait que les invitations seront envoyées par l'UNESCO aux ministres responsables. Et les ministres responsables de tous les pays sont demandés de former, de créer des délégations. Et ces délégations devront représenter toute l'image ou toutes les composantes de l'État membre. Et on espère et on prie et on demande aux ministres de former des délégations où la société civile est aussi représentée. Sinon, on demande les États membres d'organiser un processus qui garantit que la voix de la société civile est entendue par le ministre et la délégation. En principe, pour le moment, nous, c'est ce que nous pouvons faire si nous recevons un message d'une organisation de la société civile dirigée à un point focal. Nous les enverrons aux points focaux pertinents. Alors, en principe, c'est l'organisation du dialogue ou du multilogue qu'on espère d'organiser. Merci. Oui, Esther. Oui, peut-être juste pour rajouter encore un point du point de vue peut-être de la société civile même et des expériences qu'on a fait lors du processus de la dernière Confintea. En effet, je crois que ça c'est vraiment un point très crucial. Comment rassembler les forces et comment lier les choses. Bernard, tu as mentionné plein de points et je pense, oui, les points focaux sont libres, mais la société civile aussi est libre. Donc, je vous encourage d'aller aussi vers les points focaux. Et ce qu'on fait aujourd'hui est en effet le premier pas pour rentrer dans un dialogue. Je crois dans beaucoup de pays, il y a aussi des réseaux qui œuvrent dans l'éducation des adultes. Carole pourra en parler plus, qui sont déjà actifs et qui devront maintenant mettre leur activité à rentrer en contact avec les structures gouvernementales et notamment les points focaux. Et je pense, ce que tu as dit en dernière position, Werner, il faut voir la grande ligne. Il s'agit maintenant du ramassage des données, d'établir les rapports, mais il faut voir plus loin. C'est-à-dire comment influencer ou comment participer en tant que société civile aussi à la fin, à la Confintea. Et pour moi, c'était vraiment un des points vraiment importants. On a fait un grand travail de
aussi de lobbying de notre part à l'époque auprès des gouvernements d'intégrer des représentants de la société civile dans leurs délégations. Et ceci a fait beaucoup d'effets sur la Confintea même, mais dans ma vision aussi au-delà de la Confintea, parce que ça a créé des liens, des forums de discours d'échange entre société civile et gouvernement au-delà de la Confintea dans le cadre de l'éducation des adultes. Ces personnes qui ont pu intégrer, et souvent c'était des représentants de réseau, qui ont pu intégrer les délégations sont bien sûr restées aussi après en contact. Donc c'est un processus que je juge vraiment utile et important pour Confintea, pour les rapports, mais aussi au-delà, pour l'évolution dans les pays. Si je peux, merci beaucoup Esther pour cette addition. Et en principe, tu as raison, on parle d'un processus. Et ce processus commence aujourd'hui. Il a déjà eu lieu pour les autres cycles Confintea, mais on espère toujours qu'une conférence mondiale, ce n'est pas seulement une conférence, c'est aussi un processus où l'engagement des sociétés en principe est demandé. Ce ne sont pas les gouvernements seulement qui se rassemblent, ce sont des États membres. Et l'État membre, c'est plus que le gouvernement. Et alors, on espère qu'on pourrait créer un processus qui garantit que le gouvernement, du moins, est conscient que c'est ce qui se passe et qu'il représente l'État membre en totalité. Et deuxième composante, concernant la représentation à la conférence elle-même, on fait les délégations, mais l'UNESCO aussi invite des représentants des ONG qui sont rassemblés par une liste totale, et cette liste elle inclut aussi l'ICEA, l'ICAI par exemple, le DVV international, et leurs représentants sont aussi invités à la conférence mondiale, et les ONG normalement ont le statut d'un observateur, un statut observatoire, et mais ils peuvent suivre, être présents pendant toute la conférence, et leurs représentants sont bien entendus par les délégués. Et en plus, aussi important, en ce qui concerne la représentation du monde en développement, si on veut, l'UNESCO, en tout cas, est prêt de payer travel and accommodation, les coûts pour l'accommodation et le travel. De voyage, en fait. De voyage pour les délégations des 50 pays les moins développés. C'est encore une construction pour promouvoir la représentation des États membres, mais aussi on essaie que les délégations incluent aussi des représentants des ONG. En tout cas, c'est un processus relativement complexe, et l'UNESCO est toujours intéressé que la société civile est entendue, est représentée, et une des raisons majeures pourquoi on fait les séminaires, c'est pour intéresser la société civile, leur montrer aussi la possibilité et de promouvoir leur engagement, si on veut. Mais la participation directe, c'est plutôt dans la main des États membres. Mais les ONG sont invitées sous le statut observatoire. C'est aussi une possibilité intéressante, je crois. Et finalement, je crois que Nicolas, tu n'as pas répondu à la première question concernant l'évaluation à mi-parcours.
Non, mais peut-être que là, tu es mieux placé que moi pour y répondre, justement. Non, on l'a mis dans la vision totale parce que une évaluation au mi-parcours aura lieu aussi dans la prochaine cycle. Pour le cycle de Confintia 6, on l'a déjà fait. En 2017, on a organisé une évaluation de mi-parcours à la République de Corée à Lausanne et Suwon. Et là, c'était aussi une conférence mondiale avec tous les représentants des États membres. On a aussi fait les conclusions concernant la situation totale de la BFA. On a adopté un document final de cette évaluation qui s'appelle euh, comment dire, les recommandations des États membres de Lausanne Suwon est aussi disponible sur la page web de Confintea et la prochaine cycle aussi verra une autre possibilité pour cette évaluation de mi-parcours par conférence. Mais comme ça, il y a les deux composantes de l'évaluation permanente, si on veut. Tous les 3 ans, on a le GRAIL et tous les 6 ans, on a une conférence mondiale. Merci. Merci Werner. Donc les différentes réponses que tu as données répondent également à l'interrogation de Carole qui demandait comment toutes les parties prenantes à l'AEA peuvent collaborer pour la collecte de données de Graal 5 et aussi à la question de Monsieur Charles Owen-Sendiaï qui demandait, qui voulait juste remarquer qu'il était important par principe que la participation de la société civile soit appliquée au processus de collecte de données. Donc encore une fois, effectivement, cette participation large, c'est quelque chose qu'on encourage, mais qui peut se faire que selon la décision en fait du point focal, avec notre fort appui, puisque nous partagerons volontiers toute proposition de collaboration de la part de la société civile. Nous avons aussi une question de Hassan Slimani qui adresse ses amitiés à Werner et qui s'interroge sur la place de l'éducation à la citoyenneté universelle chez les adultes au moment où nous assistons à la montée des sentiments nationaux. Donc là, on est un peu bien au-delà de la question du Graal 5 directement, mais c'est évidemment une des raisons contextuelles pour lesquelles cette question de la citoyenneté, de l'enseignement à la citoyenneté est intégrée à Graal 5 et ce sera un des points importants dans le contexte que vous évaluez, que vous évoquez. Ce sera un des points importants qui seront sans doute soumis à discussion au moment des résultats de l'enquête. Alors, Monsieur Ndiaye, donc, qui demande si les recommandations de 2017 sont intégrées dans le questionnaire. En principe que oui, le questionnaire est redéveloppé en permanence, si on veut. Et toutes les questionnaires pour chaque ronde ils impliquent, comment dire, c'est ce qu'on a appris pendant les autres cycles. Comme ça, on espère que on respecte aussi les recommandations centrales de l'évaluation du mi-parcours, mais en principe, c'est une évaluation permanente concernant la situation en tout, concernant la situation totale, comment les États membres ont répondu aux recommandations du BFA et du RAL. Merci. Alors, juste avant de passer la parole à Carole, je voudrais préciser un point que je n'ai pas abordé pendant la présentation. C'est que vous savez, on est dans un contexte particulier, le contexte du Covid, du Covid-19, et d'une certaine façon, heureusement, que ce contexte malheureux s'est développé au moment où on élaborait le questionnaire, dans la mesure où on a pu essayer de le prendre en compte au moment de la réalisation de l'enquête. Donc la plupart des questions
que je vous ai abordés cherchent à traiter de la situation de l'enseignement pour adultes hors contexte du Covid-19 et nous avons ajouté quelques questions pour essayer de mesurer l'impact du Covid, l'impact que le Covid a eu sur le secteur de l'éducation pour adultes. Donc je laisse la parole à Carole. Ok, merci Nicolas. Merci pour les différentes interventions. On a bien noté que la participation de la société civile pour la collecte des données sera une participation indirecte. Et c'est un peu dommage parce que dans les autres rapports de Graal, quand le rapport est publié, on voit les écarts entre la réalité sur le terrain et ce qui est dit dans le rapport. Mais bon, apparemment, on n'a pas trop de choix. On doit accepter la situation telle. Mais ce que j'aimerais demander, c'est est-ce que c'est possible que nous ayons la liste des points focaux, si ce n'est pas trop demandé? Comme ça, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons essayer de voir au niveau national comment on prend contact avec eux. Parce que ce qui est sûr, dans la plupart des pays, on travaille ensemble. Le gouvernement, la société civile, les ONG. Donc, ce ne sera pas difficile d'entrer en contact avec eux pour qu'ensemble, on puisse voir comment on renseigne correctement les données pour que nous puissions vraiment avoir des contenus qui reflètent la réalité sur le terrain. C'est ce que je voulais demander. Merci. Je peux répondre en principe. L'action est avec le point focal. Alors, si nous recevons un message de quelqu'un, n'importe où, de la société civile, qui est dirigé vers le point focal, nous l'enverrons au point focal et c'est dans dans le contrôle du point focal de répondre directement. Et en principe, on espère qu'ils répondent directement, mais on ne publie pas une liste des adresses pour le moment. On essaie de le faire indirectement et nous sommes toujours prêts de faire le lien, mais on ne publie pas la liste avec les noms et les adresses. Comme ça, c'est une possibilité indirecte. À la fin, ce n'est pas une position secrète, mais on veut le laisser dans la responsabilité du point focal de faire le nécessaire et pas leur, mettre dans une certaine pression. Comme ça, c'est nous qui fera le lien entre la société civile et les autres acteurs et les points focaux. Nous sommes toujours prêts d'envoyer les messages que nous recevons si on y indique le pays en question et on l'enverra au point focal à la fin. Pour le moment, c'est le système qu'on va suivre. Je pense, en fait, Carole, il y a toujours plusieurs voies et c'est sans doute intelligent de travailler en parallèle. Il y a la voie, comme Werner l'a décrit, par UAL, mais comme toi-même tu l'as dit, on se connaît dans les pays, donc ça n'empêche pas les acteurs dans un pays de contacter les commissions UNESCO nationaux qui sont là, qui doivent bien être au courant, d'aller directement les demander les renseignements, les inviter à des échanges, à des rencontres. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a les voies gouvernementales qui sont assez réglementées, assez claires, mais ça n'empêche pas que les mouvements de la société civile dans les différents pays
soient actifs de leur part, réclament auprès des représentations nationaux de l'UNESCO ou des ministères d'être mis en contact, d'inviter les personnages clés et aussi de demander d'être inclus dans la collecte des données, dans le rapportage, etc. Je pense que dans le passé, il y a eu des pays où la société civile a activement participé à toutes ces étapes et sans doute c'était les meilleurs rapports qui en sont sortis. Je blague un peu, mais je crois que c'est plutôt le plus de monde est impliqué, le mieux un rapport sera. Comme on a vu également des pays où quelqu'un dans son coin a fait son rapport tout seul, ce qui a forcément mené à notre résultat. Bref, mais c'est aussi à la société civile de prendre l'engagement et de faire un peu de la pression aussi pour avoir sa place, si je peux me permettre de le dire comme ça. Non, merci beaucoup, Esther, et tu as complètement raison que la Commission nationale de l'UNESCO, c'est le lien entre l'UNESCO et les États membres. Et la Commission aussi travaille pour l'État et comme ça, le lien est fait par eux aussi. Et demander à eux de faire le lien. C'était le chemin principal et préféré à mon avis. C'est plus facile de venir en contact avec le point focal parce que la Commission nationale sait très bien ce qu'il sait et comment distribuer cette information. Merci pour cette remarque. Merci beaucoup. On a une ultime question de Anicette Bomba Nomdoe, j'espère que je prononce bien, qui précise qu'il est étudiant en sciences de l'éducation et qui s'intéresse aux problématiques de l'éducation des adultes et qui demande s'il existe des interactions avec les résultats de la recherche, comment ces recherches contribuent-elles au processus Confinter. Alors, en tout cas, pour ce qui est de Graal, ce que je peux vous dire, c'est que le questionnaire Graal n'a pas été conçu simplement au sein de l'UIL. Nous avons dans l'équipe qui conçoit ce questionnaire un certain nombre de chercheurs spécialistes du domaine et très reconnus dans le domaine, qui jouent un rôle prépondérant dans l'élaboration, la validation du questionnaire, mais aussi ensuite dans l'analyse des résultats et la mise en perspective des résultats. Donc, en tout cas, pour ce qui est de Graal, le processus de Graal ne se construit pas à part de la recherche sur le champ de l'éducation des adultes. Évidemment, on prend en compte les principaux apports de la discipline. Et on pourrait aussi ajouter, je crois que surtout la partie thématique de Jacques Graal s'intéresse pour une situation mondiale. Et pour cette thématique, on respecte toujours aussi la littérature scientifique disponible. S'il y a d'autres ressources, on les respecte, on est intéressé, on voudrait toujours faire une image complète et comme ça, on a aussi un lien permanent, un lien permanent avec la recherche non UNESCO par consulter la littérature pertinente sur ce sujet. Exactement. Je propose pour la fin de ce séminaire qu'on passe à une interaction un peu plus flexible. Si vous souhaitez poser des questions en direct, vous avez une option qui vous permet de lever la main quelque part sur l'écran Zoom. Juste avant de vous donner cette possibilité, je voudrais revenir, il y a Monsieur Yaya Touré qui proposait d'intervenir sur une solution mise en œuvre pour qui permettrait de faciliter l'alphabétisation des adultes. Je tiens à dire que ce n'est pas forcément le lieu où on peut partager ce genre de pratique. Par contre, à l'UIL, nous sommes très intéressés, donc n'hésitez pas à nous l'adresser par mail et on reviendra vers vous le cas échéant parce qu'on publie régulièrement des
les bonnes pratiques sur ces questions. Donc, il nous reste pas mal de temps. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, à lever votre main et j'activerai votre micro. Je vois aussi quelques collègues de l'UNESCO, des bureaux de l'UNESCO, ils sont aussi invités de réagir, bien sûr. Saïb, alors, qu'est-ce qu'il y a des questions? J'espère que la technique fonctionne et je demande à mes collègues en derrière qu'ils sont conscients qu'il y a maintenant la possibilité. I would like to ask the colleagues in the background that. Oui, tout le monde peut parler s'il veut. On peut entendre le micro et parler normalement. Ça marche Comme tout participant panéliste maintenant. Bon, et maintenant, c'est ouvert pour tous. C'est ouvert pour tous. Ah, très bien, merci. Alors, ceux qui parlent, je vous prie de parler. C'est ma première fois en Afrique de l'Ouest de participer à un atelier où il n'y a personne qui n'a quelque chose à dire. Je suis surprise. Moi aussi, tu as raison. Il n'y a personne qui n'ose demander. Et personne n'est forcé de demander quelque chose. Mais... Carole, je ne sais pas, tu peux peut-être rajouter ou dire quelque chose. Il y a déjà des réflexions au niveau de Pamoja qui réunit quand même, je ne sais plus, 16 ou 15 réseaux de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez prévu aussi des activités, des réunions, des formations à votre niveau? Oui, merci Esther. À notre niveau, on avait prévu d'impliquer les réseaux pays qui sont au nombre de 14 dans ce processus, dans le processus de collecte de données. Mais là, tel que ça se passe, il faut encore qu'on se reparle et qu'on réagisse la stratégie. Et je crois que pour nous, de notre côté, ça ne sera pas difficile parce que nous sommes impliqués dans tout ce qui se fait en matière d'apprentissage et d'éducation des adultes dans les pays. Donc, contacter les commissions nationales UNESCO, c'est pas compliqué. On va le faire et là, on pourra mettre la pression que Werner ne veut pas qu'on mette sur les points focaux. Non, il veut, mais il ne veut pas dire. Oui, nous, on va le faire de notre côté. Ce webinaire me donne aussi des idées par rapport à ce qu'on pourrait faire en tant qu'acteur de la société civile pour contribuer dans chacun de nos pays. Et initialement, on voulait faire un atelier, mais avec le Covid et tout, tout est remis en cause. Et dans notre contexte, comme tu le sais bien, Esther, les réunions en ligne, ce n'est pas encore dans nos pratiques. C'est vraiment un défi pour nous pour rassembler les gens et discuter pendant ce moment. Mais je crois qu'on va y arriver. Voilà ce que je peux dire. Eh bien, merci. Bon, j'espère que c'est un signe qu'on a été particulièrement clair et qu'on a devancé la plupart des interrogations ou doutes. Donc, on a bien pris note des questions sur la nécessité d'une participation large et on réfléchira sur les moyens possibles qui sont à notre disposition pour la mettre en œuvre. Avant de clore peut-être cette session, je voudrais dire que juste après, donc prévu à 16 h, il y a une session réservée aux points focaux pour naviguer ensemble à travers le questionnaire et voir quels sont les points problématiques qu'ils pourraient rencontrer et les points soumis à discussion pour répondre correctement aux différentes questions.
Là-dessus, nous Est-ce qu'il y a avons quelqu'un qui veut parler? Amadou Daou qui souhaiterait prendre la parole. Je vous en prie. Alors, vous êtes en silence. Votre micro ne fonctionne pas. On a bien l'image, mais on n'a pas le son. Voilà, c'est bon. Parfait. Ok. J'ai besoin de me présenter. Vous m'entendez? Très bien, oui. Ok, je suis Daou Amadou, chargé de programme éducation pour MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je voudrais vous remercier pour cette initiative déjà de nous associer à ce webinaire. Également, lorsque nous regardons, il n'est pas facile pour les organisations de la société civile d'avoir la main sur ce type de processus. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'indépendance des acteurs étatiques et qui peuvent nous associer ou pas. Et donc, il y a cette volonté pour les organisations de la société civile de pouvoir participer. Maintenant, est-ce que dans ce processus, vous envisagez dans le long terme à permettre un rapport alternatif de la société civile? Il serait aussi intéressant que si on ne peut pas être directement associé, que la société civile aussi puisse produire un rapport alternatif pour comparer aussi avec le rapport produit par l'État. Et est-ce que c'est envisageable dans le long terme? C'était ça ma préoccupation. Je vous remercie. Et si je pourrais, en principe, la question est dirigée vers Carole, je crois. Et on a déjà discuté avec l'ICAI que l'ICAI sera prêt de contribuer des rapports spécifiques, mais qu'on ne sont plus intéressés de produire un shadow report comme dans le passé. Mais je voudrais aussi laisser la parole à Carole pour ce sujet. Ok, merci M. Daou et M. Werner. Un peu comme M. Werner l'a dit, ICAE envisage de produire un rapport aussi de la société civile pour faire part de son opinion, de son point de vue par rapport à la situation de l'AEA dans les différentes régions du monde. Et dans ce cadre, certainement, toutes les régions seront consultées pour apporter leur contribution à ce rapport international, je vais dire, qui sera produit. Voilà, merci. Ok, j'ai la réponse à ma préoccupation. Je vous remercie. Bonjour, je vous prendre la parole. Je vous en prie. Voilà. Moi, c'est Charles Owen Singaï. Je suis le chargé de programme de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Nous avons bien noté tout ce que vous avez dit. Et notre préoccupation, elle est constante, c'est la participation. Donc, j'appelle surtout les organisations de la société civile africaine à s'organiser d'une manière autonome, à réfléchir ensemble sur les grandes problématiques. Cela permettrait, il me semble, de pouvoir mieux influer, parce qu'il y a l'influence au niveau local, mais aussi il y a l'influence au niveau régional. Une autre question importante, du fait que la CONFTA va se tenir en Afrique, je pense que les Africains, surtout la société civile, doivent avoir un certain nombre d'actions à mener pour mobiliser l'ensemble de la société civile africaine sur les questions d'éducation et être présent d'une manière active au niveau du Mao. Voilà un peu ces éléments que je voudrais partager avec vous en tant que chargé de programme de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et effectivement, comme vous le soulignez, donc pour la première fois, Confintea se tiendra sur le continent africain,
On ne sait pas encore le programme, hein, mais on espère effectivement que la société civile et le rôle de la société civile sera particulièrement reconnu à cette occasion. Très bien, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. La première partie. Oui, la première partie, avant de l'ouvrir donc aux points focaux. Si Carole ou Esther, vous souhaitez dire un mot de conclusion. Esther, non? Merci à tout le monde pour la participation. C'était très enrichissant et je crois qu'on est ensemble pour la suite du processus qui ne vient que de commencer. À bientôt. Merci. Ok, merci beaucoup aussi de ma part. Donc, je pense que voilà, c'était un bon point de départ. J'encourage tout le monde, tous les côtés, je veux dire la société civile à prendre sa part, à participer, à exiger sa participation. Mais j'invite bien sûr aussi les structures étatiques et les points focaux d'être ouverts à tous les débats et tous les échanges. Nous sommes bien sûr, et je pense comme UL aussi, à disposition pour toute mise en lien, pour tout support ou recommandations pour travailler. Et voilà, au plaisir de vous revoir et entendre tous au cours du processus. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie aussi au nom de l'UIL d'avoir participé à ce séminaire et dans la continuité de ce qu'a dit Esther, je réaffirme aussi qu'on est là à votre service et au service de l'éducation pour adultes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et on agira dans la mesure de nos moyens. Et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer à l'avenir. Et je vous souhaite beaucoup de succès et de bien vous préserver en cette période difficile. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour les points focaux qu'on retrouve en session fermée. Et pour ajouter l'information seulement, les points focaux recevront encore une fois maintenant une invitation pour la deuxième session. Il faut se registrer encore une fois pour cette nouvelle raison. L'enregistration pour cette session n'est pas valide pour la session fermée. Comme ça, tous les points focaux sont demandés de se registrer pour la session fermée, encore une fois. Merci. Et oui, peut-être c'est tout. Oui. Au revoir à tout le monde. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ah, Slimani. Bonjour. Bien de te revoir. Ça va? Ça va, là tu te rappelles de moi. Naturel. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, ok. Bonjour Ansem, ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour Angela. Oui, bonjour. C'est bien de te revoir. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir tous. Merci. Au revoir. Jan, kann ich dich was fragen? Ist Jan noch da? Er ist noch da. Yes, I am. Ich sage das jetzt mal auf Deutsch. Ja. Hat das geklappt mit der extra Einladung für die Focal Points? Ja. Und im allerletzten Moment habe ich noch gebeten, Esther auch eine zu schicken. Das ist kein Problem, die leite ich jetzt sofort weiter. Super. Dann werden wir sehen, was sich in einer Viertelstunde abspielt. Dann machen wir jetzt auch mal ein bisschen Pause, ne? On fait la pause maintenant. Ok, rendez-vous pour 4 heures alors. Ok, merci. Au revoir.